René Lévy présente 9 figures majeures de la littérature du XXe siècle qui ont marqué la culture mondiale. Leurs œuvres résonnent bien au-delà de leur temps, de leur langage, de leur communauté et de leurs frontières. Comment remplacer les mots dévalorisés par les dictatures et pratiquer un art différent du précédent? Comment reconstruire un monde détruit, s'interroge-t-il. Ulrich Ertech dit « Je peux peut-être dire que 50 ans après, j'ai donné forme à l'horreur que l'Allemagne a déversée sur le monde et que je l'ai rendue aux Allemands sous forme d'art. Leur héritage est universel. Quels liens les unissent avec Sophocle, Shakespeare ou Beckett, Dante, Tolstoï ou Dostoïevski? Quels liens les unissent avec Platon ou Freud, Beethoven ou Schoenberg, Marcel Pagnol ou Claude Lanzmann? Ou bien encore quels liens les unissent avec Henri Matisse ou Marcus Rothko? Si par universel on entend une humanité commune, une citoyenneté à l'échelle mondiale, si on attend d'un écrivain d'être responsable de ses écrits, d'être un guide pour la jeunesse de son pays, avec une compréhension de l'histoire, une clairvoyance pour l'avenir. Leurs œuvres ont posé les questions essentielles de tous les temps. Auschwitz, comment cela a-t-il été possible? Peut-on croire en plus jamais ça? Comment peut-on mener une vie normale après l'écran? Comment survivre une vie jamais survécue? Déjà dans la Grèce ancienne, les philosophes, les dramaturges et les sculpteurs avaient fixé un avant et un après l'Antiquité. Au Moyen-Âge, sur les sculptures rudes des gargouilles médiévales, il n'y aurait pas l'alliance avec la beauté de la Renaissance. De même qu'en France, il a existé un avant et un après 1789. Il y eut en Europe au XXe siècle un avant et un après Auschwitz. Comment remplacer les mots dévalorisés par les conditions de vie dans les camps? Pour les déportés, rescapés, au moment tout proche du retour, quand il s'agit de raconter, ils sont restés dans un état d'aphasie. On ne nous croira pas, car il n'y a pas de mots pour le dire. On ne peut décrire l'indicible, parce que les mots ont perdu leur sens dans les camps. Si les mots manquent, comment écrire désormais? Après tous les cataclysmes, il appartient aux écrivains et aux poètes de faire revivre le mot, de faire réapparaître afin de former un nouveau langage. Comme on le voit après la Révolution de 1789, Victor Hugo se refuse à employer le langage de la monarchie. Il révolutionne l'écriture et répond à ses détracteurs. Il l'accuse de maltraiter l'ancien idiot. Et comme c'est Victor Hugo, il le fait par un poème qu'il titre « Réponse à un acte d'accusation ». La poésie était monarchie. Le mot était duc et père. Je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Je fis une tempête au fond de l'encrier. La main qui délivre le mot délivre la pensée. J'ai dit au mot aimer, vive. Si le mot est mort, le mot doit revivre, car Michon nous dit que l'art d'écrire est de faire de chaque mot un nom propre. À leur tour, quelques années plus tard, les rescapés retrouveront la parole avec leurs témoignages. Les écrivains et les poètes découvriront un nouveau langage qui est devenu un lieu commun aujourd'hui, que nous, auditeurs, spectateurs et lecteurs, en répondant à la musique, au tableau, au poème ou au roman, nous redonnons vie aux œuvres qui perdurent par-delà l'existence même du compositeur, de l'artiste peintre ou de l'auteur, et assurément des 9 écrivains ici présents. Ils rayonnent à travers le monde par leurs écrits. Leurs multiples nationalités requises fascinent d'une universalité future. Aux franco-anglo-américains d'Europe centrale, George Steiner. À l'Européen de Vienne, Stefan Zweig.
au Turinois piémontais de Lombardie Primo Levi, au Bulgare, judéo-espagnol, britannique de l'Orgalbande, Elias Canetti, au Suisse de Corfou, Albert Cohen, à l'Américain de Galicie, Philippe Roth, au Franco-américain israélien, Fred Lambert, au Polonais new-yorkais yiddish, Isaac Stinger, comme au Hongrois de Prague, Imre Kertész. Il convient d'ajouter à chacun d'eux l'origine juive. Lorsqu'il parle en apparence d'Antigone et des morts sans sépulture, de Sophocle, de Racine, de Shakespeare ou de Dante, de Schoenberg ou d'un professeur noir d'université américaine, ou de ce qui se passe dans les universités aux États-Unis. Lorsqu'il parle d'hydrogène ou d'éléments chimiques, des jeux de regard d'un couple d'amoureux, ou de la tour de Babel, ou de l'errance du peuple juif. Lorsqu'il parle de millions de morts, ou de l'impossibilité d'écrire, ou de l'impossibilité de vivre après l'écran, tout se rapporte de leurs énoncés par l'effet d'une résonance explicite ou indirecte à leurs préoccupations dominantes. Comprendre comment a été possible au XXe siècle, en Europe, par une Allemagne civilisée sous couvert d'un voile de silence, la destruction de 5 693 851 Juifs.